Bien. C'est sûr que nous sommes déjà en ligne? Edouard nous écrit. J'aime bien ce qui écrit Edouard. Alors, comme vous voyez, nous ne sommes pas à la maison et la qualité de l'image va être colossale dans ce studio. Non, c'est pas un studio. C'est simplement la chambre de notre hôtel. On aurait pu sortir dehors, dans la rue, mais c'est vraiment le bordel. Il y a des palmes et tout ça, mais c'est très très bruyant. Et ça serait pas possible de s'entendre soi-même. Avant le début de notre rencontre, j'étais assis et je pensais. Je me disais, je ne suis peut-être pas prêt de parler de quoi que ce soit. Peut-être que je peux remettre ça à un autre jour ou à des meilleurs temps. Et 99% de mon désir, c'était de remettre plus tard, d'annuler notre rencontre d'aujourd'hui. Et c'est toujours comme ça. Toujours. Plus cette sensation est forte, tant tu rentres dans un état modifié de la conscience. Vous pouvez penser que je suis assis là et puis je me chante des éloges, mais en lisant vos questions, je me prépare. Alors, mes chers, ceux qui ont des objectifs devant eux, ceux qui ont des plans et des tâches grandioses devant eux, ceux qui ont envie de faire des pas en direction de leurs rêves, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ce phénomène, de cet état, j'ai parlé beaucoup de fois déjà. Si vous sentez le bruit, ici, tout génère de bruit, j'ai même peur de bouger. Je reste même sans bouger. Il y a même comme ça des bruits. Nous parlions de quoi? Nous parlions de cet état particulier. Qui est présent avant le début de chaque mouvement en direction de vos tâches. Cet état, ça prend la résistance. Il y a une résistance intérieure, il y a des résistances évidentes qui viennent de l'extérieur. Et pendant toutes ces années, je me suis aperçu qu'il y a une énorme quantité de résistance et de régularité qui, à chaque fois, se répètent. Comme si c'était un disque à l'ancienne qui était raillé. C'était un peu comme si le policier t'arrêtait ta voiture et en 30 ans, à chaque fois des phénomènes comme ça se répètent de façon identique, peu importe dans quel état vous êtes, dans quelle ville vous êtes. Si je pars du point A, qui est peut-être ma maison ou mon hôtel, et si je dois aller vers le point B, où c'est le début de mon
travail, les policiers, en général, ne vous arrêtent pas tous les jours, ne vous arrêtent pas ni tous les mois, et moi non plus, ils ne m'arrêtent pas aussi souvent. Mais exactement dans le jour où je dois voler quelque part, et quand je vais vers ce territoire où je dois solutionner des tâches importantes, on ne sait pas d'où, d'un coup, apparaît un policier qui commence à m'arrêter. Comment je réagis à ça? Avant, il y a 30, peut-être 40 ans en arrière, à l'époque, je ne faisais pas tellement attention à ça, mais les dernières 30 ans, les policiers sont devenus mon gré-gré. Mes mascottes, quand ils apparaissent, je me dis « Ah, super, là où je vais, tout va être excellent ». Et je parlais de ça au moins 100 fois. Et à chaque fois, quand je raconte ça, je vais vous demander, vous tous, de relier toute cette information avec vous-même, avec vos rêves, avec vos tâches, avec vos problèmes. Dans les conversations comme ça, nous ne restons pas simplement pour nous raconter n'importe quoi. Je vous raconte des choses réelles, mais vraiment une partie infime de tout cela. Il n'y a jamais des exceptions. Alors, je pars du point A, la route est ouverte, tu approches les feux, c'est vert, tout va bien au niveau de l'aéroport, les avions, et d'un coup, j'ai mon état intérieur qui n'est pas bien, parce que je sais par expérience que quand tout va bien comme ça, mon voyage va s'avérer inutile et que de mon travail, il n'aura pas de profit. Et les forces obscures s'en fichent complètement si je vais partir quelque part ou pas, parce que de leur territoire, personne n'a pas été sauvé. Ils sont restés comme des vaches laitières pour ces forces. Maintenant, je vous parle des choses mystiques, des choses, des forces obscures, je vous parle. Je ne sais pas, j'en ai pas des données scientifiques exactes. Combien c'est le poids de ces... quel poids ont ces forces obscures? Combien ils mesurent? Mais j'ai des faits. Une quantité infinie de faits. Des preuves que ce phénomène existe. Des années. Les années démontrent. Les années nous prouvent à travers l'expérience, à travers les régularités, que quand il y a des phénomènes comme ça, voilà que ce qui va s'en suivre. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de quoi j'ai parlé au tout début. Avant le début de ce rencontre, j'avais une résistance archi forte. Je n'avais absolument pas envie d'être là avec vous. Et ça se passe avec moi presque à chaque fois. Alors que quand il y a l'inspiration, quand il y a vraiment le désir et quand je me dis « Ah, je vais changer le monde », dans ce cas-là, je retourne en arrière parce que j'ai étudié
Et quand j'ai eu cet état d'enthousiasme comme ça, c'était vraiment les rencontres les plus inutiles. Ça veut dire quoi? Un deuxième point, quand vous avez des jours devant vous où il y a des choses importantes, quand il y a des rencontres qui vous attendent, qui sont vraiment hyper importantes, plus vous approchez vers ces moments, votre résistance intérieure, vous les aurez. Vous aurez le désir de faire le tour en arrière. Vous aurez le désir intérieur de remettre plus tard. Vous aurez le désir de laisser absolument tomber cette idée. Et ça, c'est chez tout le monde. Chez tous les leaders, ça se passe comme ça. Et c'est quasiment régulier. Pourquoi? Parce que quand vous commencez quelque chose de bien, vous déséquilibrez l'équilibre. Vous perturbez, cher leader, l'équilibre. Maintenant, je me souviens, je me suis souvenu un cas d'il y a plusieurs années. J'avais une collaboratrice et puis j'étais préoccupée pour elle parce que le temps passait et puis elle se mariait pas. Elle se mariait pas. Elle voulait se marier. Nous avions créé des situations autour d'elle. Il y a des hommes qui étaient bien, qui l'ont approchée. Et au dernier moment, il y avait toujours quelque chose qui se passait avec elle. Elle changeait le disque et puis reculait en arrière. Elle faisait tout pour que ça n'arrive pas. Je ne comprenais pas une fois, 2 fois, 10 fois, alors que des années ont passé, et en fin de compte, je suis allé chez mon maître. Et puis il m'a dit, ramène-la avec toi. Et une fois, quand je suis partie chez lui, je lui ai dit, viens avec moi. Viens avec nous. Et nous sommes arrivés chez mon maître. Et lui, il a dit, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, c'est qui cette femme? C'est celle-là. Et moi, je disais, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut avec elle, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine. Alors, qui était mon mentor, mon maître? Lui, il était le directeur d'une clinique psychiatrique de cette ville, d'une grande ville. À la fois, il était à la tête de cette clinique psychiatrique dans le monde vraiment de la psychiatrie. C'était un médecin, mais dans la vie de tous les jours, il était exorciste, seulement pour les plus proches. Mais il était absolument puissant, sensible, et à la fois, il était entraîné à faire ça depuis son enfance. En plus, il était doué de nature. Il l'a regardé et il a dit, « Oh oui, ton ressenti est juste. Mais si tu l'aurais dit autrement, alors j'allais t'engueuler. » Alors, elle s'est assise en face de lui, et la première chose que le maître a dit, « Alors, il ne te permet pas de te marier, n'est-ce pas? Toi, tu es marié. » Lui, il te dit, lève-toi et va-t'en. J'étais étonné et puis je disais à mon maître, maître, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis il me disait, attends, c'est pas tes affaires. Et puis d'un coup,
il s'adresse à elle comme s'il s'adressait à un homme. Il dit, mais qu'est-ce que t'es con? Toi, t'es mort? Et à la fois, tu veux aussi sa vie à elle? Toi, tu parasites sa vie? Et plus loin, et d'un coup, elle a commencé à pleurer. On a travaillé ensemble avec elle depuis des années et des années. Elle a été absolument super de tout point de vue. Mais si on regarde du point de vue de la psychiatrie, c'est comme une schizophrénie. Quand une voix masculine intérieure lui disait « Toi, t'es ma femme, moi je suis ton mari, et si tu regardes à gauche ou à droite, vous comprenez la suite, n'est-ce pas ?» Et en ce moment-là, elle a raconté son histoire. Du point de vue de la psychiatrie, il faut la soigner avec des cachets. Mais elle a raconté qu'à l'époque, oui, elle était soignée. Sa sœur, elle, était psychiatre. Et mon maître a dit, les cachets comme ça ne vont pas l'aider parce que ça n'a rien à voir avec les problèmes psychiatriques. Cette force n'est pas de cet ordre. Et lui, il a invité plusieurs de ses élèves et eux, ils ont fait une opération vraiment spéciale pour écarter ce parasite que moi je ne voyais pas. Si quelqu'un d'autre à côté m'entend, il va dire t'es fou peut-être, mais le fait, c'est un fait. Elle a commencé à résister, à avoir peur. Les bras et les jambes, au début, on les tenait, à la fin, on les attachait, et quand tout était fini, elle a commencé à maudire, pas mon maître, mais l'autre. Elle commençait à pleurer. Plusieurs heures de suite, elle a pleuré, et elle disait « Merci, mon maître, parce qu'à l'intérieur de moi, maintenant, il y a le silence. » Bien sûr, elle s'est mariée, mais son âge fertile était loin, loin en arrière. Elle était à peu près autour de 50 ans. Et pour la première fois, elle s'était mariée à 50 ans. Et pendant toutes ces années, je parle de ça et il y en a beaucoup parmi vous, des paresseux quand vous êtes, vont commencer à dire « Ah, alors ça veut dire que j'ai des forces obscures en moi. » Et laissez les forces obscures d'à côté. En premier lieu, cette force obscure qui est collée sur vos fesses, sur vos propres fesses, d'abord, il faut travailler avec ça. Il faut étudier, analyser vos propres pensées par rapport à votre motivation et vous demander pourquoi je pense de cette façon. Pourquoi j'ai ce point de vue? D'où vient ma peur? D'où vient ma paresse? D'où viennent mes opinions? D'où viennent mes joies, mes tristesses, mes jalousies, mes haines? Et doucement, quand vous commencez à vous occuper vraiment avec ce processus qui n'est pas des plus désirés, qui est vraiment ce travail le plus difficile, qui est le faire connaissance avec soi-même, quand vous allez un peu plus en profondeur, d'un coup, vous allez commencer à être vraiment très étonné. Certaines motivations qui vous poussent à agir d'une certaine façon, d'un côté et de l'autre, c'est vous. D'un côté, vous n'êtes pas content de vous-même. Parfois, on a des motivations hyper primitives.
tellement primitif que ça crée vraiment, ça donne envie de vomir. Quand vous commencez à faire connaissance avec votre propre paresse, encore une fois, je répète, et avec vos peurs, avec votre manque de confiance, il y en a beaucoup de ramifications sous forme de pensées très intelligentes, des valeurs très intelligentes, qui excusent votre inertie, qui excusent votre manque de réalisation par rapport à vos rêves. Ils commencent à diminuer d'un coup. D'un coup, vous commencez à comprendre d'où ça vient et du coup, tout ça commence à disparaître. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La paresse, les doutes. Allons-y, je vais vous raconter encore une fois comment je prépare certains de mes élèves. En premier lieu, quand ils ont commencé à enseigner au début, quand pendant 3-4 ans, ils ont déjà travaillé comme enseignants, c'est encore mieux s'ils ont pratiqué comme enseignants pendant 7 ou 8 ans. Quand je comprends que devant moi, ce ne sont pas juste... Quand je comprends que devant moi, ce ne sont pas des amateurs, mais des gens qui souhaitent se développer, avancer, je leur dis, maintenant est venu, le temps est venu pour se raffiner, pour se purifier, pour créer, je vais faire aussi un audit pour vous par rapport à la présence de vos forces et de vos faiblesses de caractère. On va faire quelque chose de beaucoup plus profond. Inclus, on va faire connaissance avec beaucoup de tes supra-capacités. Peut-être que tu es conscient de la présence de ces forces. Peut-être que tu les devines quelque part ou peut-être que tu les ignores. Et ça, c'est un travail vraiment individuel. Par exemple, avec Vadim Shishkin, quand nous avons commencé, quand j'ai compris que lui, il a la capacité d'être entraîné individuellement, quand j'ai vu que lui-même peut s'obliger soi-même à s'entraîner, je lui dis, allons-y, on y va. Je vais commencer à te faire connaître pas seulement tes faiblesses, mais tes faiblesses vraiment spéciales, qui en réalité sont le début de l'ouragan. Ça, c'est une paresse vraiment particulière. C'est vraiment une fatigue très particulière. C'est un non-désir vraiment particulier. Si tu ne les connais pas bien, si je ne commence pas jour après jour à te parler de cela, de te montrer diverses nuances, tu ne vas plus avancer et je vais me bloquer aussi à tes côtés. Et tu devras voyager avec moi pendant 3-4 ans partout où j'y vais dans le monde. Chaque jour, je vais perturber ton cerveau, mais quand devant nous, il y a comme un combat pour le futur d'une telle ou telle personne, quand nous faisons la guerre vraiment avec quelqu'un pour son propre futur, dans ces jours-là, je vais te raconter de comment tu te sens de l'intérieur, des émotions qui sont dedans, du fait que tu veux ou tu veux pas le faire. Et voilà que comme ça, nous allons commencer nos entraînements
On se levait le matin, on se rencontrait dans le séjour, en fait dans la salle, le hall de l'hôtel, on prenait notre petit déjeuner et je commençais à lui parler, on lui racontait quel était mon état intérieur au niveau physique, au niveau émotionnel, et je lui disais à peu près quelles étaient mes pensées à l'instant, positives, négatives, c'est-à-dire que je lui décrivais tout cela. Et puis quelques heures après, juste avant le début de nos entretiens avec les gens, encore une fois, je lui décrivais comment je me ressentais juste avant de sortir en scène, une demi-heure juste avant. Je racontais encore, je décrivais aussi comment je me sentais après la fin de l'entretien avec les personnes, parce que cet état s'appelle la barrière. C'est une barrière grandiose. D'un côté se trouve la chose habituelle, la frustration, le non-succès. Et de l'autre côté de cette barrière se trouve le succès. Cet état, ce mur qui est archi épais et archi haut, à travers, la personne doit passer à travers, ce mur, il est vraiment assez dégueulasse. Le leader, à chaque fois, doit passer à travers ce mur. Après la fin de tout ça, nous, on analysait à quel point le jour d'aujourd'hui a été profitable pour les autres gens, à quel point nous avons entendu de nouvelles informations de soi-même. Vous m'avez posé une question. Comment avoir des réponses particulières? Les réponses particulières nous arrivent quand nous sommes en état modifié de conscience. Et pour expliquer qu'est-ce que c'est l'état modifié de la conscience, là, je n'ai pas la possibilité de le faire et vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut du temps, tellement du temps. Il y a un état qui est juste avant l'état modifié de la conscience. Il y a une gradation de la rentrée en transe, et ce n'est pas une méditation, c'est complètement un état différent. Si quelqu'un parmi vous me dit « Ah, maintenant je suis dans un état particulier de conscience », je vais simplement vous virer. Parfois, vous arrivez à tel point vulgariser tout ça, ça m'énerve. Ça m'horrifie. Ça, ce sont des entraînements pendant des dizaines d'années. De quoi je parlais? On parlait des résultats finaux. Et après certains temps, après plusieurs mois, après plusieurs années, enfin, lui a ressenti un peu de ce qui s'est passé avant, pendant et après au niveau des résultats. Plus ce jour-là, tu as un grand résultat, autant, juste avant de commencer, il y a une grande résistance. Ça ressemble à la paresse quelque part, ça ressemble au désir de remettre plus tard, d'annuler toutes les rencontres, toutes les tâches, tous les enseignements. C'est comme si, je vais me remettre ça à demain. Un jour on va le faire. Et même si on vous pose la question demain, on va le faire. Vous dites non, une autre fois. C'est un peu comme si c'était que ça n'allait jamais se passer. En étudiant soi-même, nous étudions nos faiblesses et nos côtés forts. Il y a un dicton. En te connaissant toi, tu vas connaître le Créateur. La connaissance de soi-même,
de vos désirs, la connaissance de vos non-désirs, la connaissance de toutes ces nuances, des émotions, toutes les nuances des pensées, et ensuite capter certaines pensées, certaines émotions, et doucement, petit à petit, regarder d'où ça naît, pourquoi ça se passe comme ça. Et quand vous formez en vous comme des habitudes de temps en temps, en regardant vers les émotions clés et leurs racines, vous pouvez voir toute la bêtise de la situation, toute l'horreur de la situation. Ils sont dangereux et ils persistent sur la base du réflexe de votre résistance. Il se tient sur l'idée que des solutions temporaires. Donc, ça persiste sur la base de réflexes, des habitudes, des peurs, de la paresse, ou se baser sur une expérience passée, quand on s'est cassé la tête contre le mur. Tout ça se base sur des événements bêtes dans le passé. Qu'est-ce qui se passe quand nous faisons connaissance avec nos propres faiblesses? Il y a les lois de la nature sont partout les mêmes. Quand le vide gouverne nos pensées et nos émotions, quand les sens vides de peur et de faiblesse gouvernent nos actes, nous devenons simplement, nous nous liquéfions comme, excusez-moi, la merde. Et regardez, regardez l'ustensile qui est entre les mains du chercheur d'or. Ça s'appelle la drague. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la rivière. Lui, il prend quoi? Il prend simplement dans ce récipient du sable et il commence à laver quoi? Vraiment, il lave tout ce qui est inutile et vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Parmi ce sable qui représente le vide, qui est inutile, à cause de quoi nous allons chercher nos faiblesses? Au nom de quoi nous allons nous étudier nos peurs et puis nos propres faiblesses, afin de laver tout ça, afin que nos côtés forts, les côtés forts de votre caractère, les traits forts de votre caractère, comme un or natif, commencent à se rassembler. Quand nos propres faiblesses, une après l'autre, on les étudie, elles se diluent, on les étudie au fur et à mesure, et en les étudiant, nous commençons à les comprendre, et de cette façon-là, nos faiblesses se neutralisent. Elles commencent à se neutraliser. Et vos côtés forts, petit à petit, commencent à fusionner avec votre vie. Est-ce que c'est compréhensible au moins un tout petit peu? Non, nous venons que de commencer. Même moi, j'ai peur. J'ai commencé, mais plusieurs années, nous devons vraiment nous étudier de tous les côtés. Et c'est comme un héroïsme comme ça avec des gens inconnus. Je ne suis pas prêt à l'avoir. Pourquoi?
Parce que la dernière fois, je regardais ici dans le chat un nom que je connaissais. Vous m'avez posé la question comment trouver le sens de la vie. Je vous ai engueulé un tout petit peu, alors qu'aujourd'hui, vous me posez la question comment trouver quoi faire dans la vie. Mais comment nous pouvons, avec vous, travailler sur nos propres faiblesses quand vous, même par rapport à des choses bêtes et petites, vous ne pouvez pas vous donner la réponse. Même par rapport à des choses comme ça, vous ne voulez pas trouver en vous quelque chose, vous ne faites pas cet effort pour décider ça. Comment je peux savoir quel travail vous devez faire pour que ça vous plaise? Comment je peux savoir quel homme ou femme vous ira bien? D'où je dois savoir quel est le sens de votre vie. Et je peux vous dire que ça, c'est la façon la plus facile de partir des problèmes. Quand je vous dis, tu es libre, tu es tombé dans le piège. Quel est le sens de la vie? Si quelqu'un est en train de se noyer, demandez-lui quel est le sens de sa vie. Demandez-lui à lui. Vous n'avez pas compris? Alors essayez de ressentir. On inspire profondément. Alors, on va le faire tous. Inspirez profondément et ne respirez plus. Vous pouvez boucher votre nez comme ça et vous ne respirez plus. Et pendant ce temps-là, je vous raconte des choses, mais vous gardez votre souffle comme ça le plus longtemps possible. Maintenant, vous regardez avec curiosité et vous me posez la question, mais à quoi ça sert? Mais si, après plusieurs dizaines de secondes ou 1 minute et demie, est-ce que vous trouvez le sens de votre vie? C'est simplement, vous allez continuer à être absolument fixé, concentré sur le seul souffle. Tout le reste perd de sens. Allez-y, respirez. Alors, le sens de la vie, c'est la chose sans laquelle tu ne peux pas vivre. Tout le reste, ce sont des bêtises. Pourquoi toi tu veux vivre? Pourquoi tu es prêt de donner ta vie au nom de quoi? C'est ça le sens de ta vie. Tout le reste sont des mensonges. On se ment soi-même. C'est l'illusion. Vous pouvez vous tuer au nom de l'argent? Yuri Nikolin, un grand acteur russe, disait il y a des années, j'écoutais une histoire qu'il racontait, et il disait se suicider pour le profit. Ça veut dire le sens de la vie. Ça, c'est ce sans quoi vous vous sentez mort. Le sens de la vie, je le répète spécialement pour ceux qui sont très talentueux, c'est-à-dire ceux qui sont les plus stupides comme moi. Au nom de quoi, sans penser, vous allez donner votre vie? Si vous n'avez pas compris, encore une fois, retenez votre souffle. Et petit à petit, élargissez ce territoire. Commencez à l'étudier seul. Étudiez-vous seul. Étudiez ce trésor qui est à l'intérieur de vous, en nom de quoi vous voulez vivre et sans quoi la vie n'est pas nécessaire pour vous. Vous avez compris? Ah, c'est une question bête que je vous pose.
Edouard écrit, quand est-ce qu'il y aura un concours par rapport au voyage dans le désert et aux Émirats arabes? Ah, Natacha, mon soleil, si vous êtes là, écrivez-moi un plus dans le chat. Chers amis, j'ai un téléphone. Mais ce téléphone, quelle différence avec les autres? Il n'y a pas de carte SIM. Je l'utilise comme pour une caméra vidéo et comme une bloc-notes. J'écris dedans. Et quand je suis là où il y a le Wi-Fi, je poste sur Facebook ce que j'ai écrit. Je voulais demain annoncer qui a gagné le concours de poésie. Mais quand j'ai vu combien du temps on a déjà mis, nous partirons demain à Agre, pour visiter le plus grand dieu monument de l'amour, Taj Mahal. Mais je dois tout de même annoncer Natasha Chertovskih, mon trésor, vous, votre poésie a touché les cœurs de la majorité des gens. Je m'incline devant vous, mais je veux dire que la plupart des poésies, on a vu que c'était pour la première fois que vous les avez écrits, parce que le rythme élémentaire, disons, la fin des phrases, tout ce qui doit être dans les poésies, presque chez 90% des gens qui ont exprimé ce qu'ils sentaient, on ne voit pas la technique. Mais peu importe la forme dans laquelle vous avez écrit, par exemple, sur une ligne, il y a 2 mots, alors qu'au niveau de la deuxième ligne, il y a 10 mots et après 4. Peu importe, chez beaucoup, c'était comme la prose, mais sous forme de poésie. Pour le futur voyage, Natacha, nous allons vous contacter. Écrivez-nous, notez comment on peut vous contacter. Voilà, on a son contact. Le club va partir la prochaine fois à Dubaï. Nous espérons que Natacha, vous allez prendre avec vous encore de vos œuvres et vous allez les lire devant nous. Est-ce que je peux dévoiler un tout petit peu maintenant? Pourquoi j'ai créé ce concours de poésie? J'ai annoncé, oui, je sais, pour beaucoup parmi vous, $5 000, ce sont des miettes. Et à cause de ça, vous n'allez même pas enlever vos chaussures et vous n'allez pas essuyer votre nez pour cette somme. Oui, je sais, pour beaucoup parmi vous, Dubaï et les Émirats, c'est presque rien. Mais j'ai invité à ce rencontre avec mes amis, avec mes élèves. Nous sommes à peu près 250 personnes. Et la plupart parmi eux n'ont pas des habitudes néfastes, à part moi. La plupart parmi eux font du sport. La plupart parmi eux sont les meilleurs, la crème de la crème. Et presque 90%, quand nous arrivons dans différentes villes,
Les garçons dans des restaurants venaient vers nous pour nous inviter. Voilà, dans nos restaurants, on va vous servir les meilleurs des alcools, mais c'est interdit d'amener l'alcool avec vous. Et puis nous, on disait, mais nous, on ne boit pas. Et eux, ils disaient, mais comment? Les Russes, qui ne boivent pas? Ne montez pas, s'il vous plaît. Oui. Eux, ils ne boivent pas. Alors, les garçons avaient les yeux grands comme ça. Puis ils nous disaient, mais peut-être que vous êtes drogués. Mais pourquoi vous êtes comme ça, heureux, sans l'alcool et sans la drogue? Comment on peut danser comme ça sans avoir bu et puis sourire? Parce que eux, ils sont souriants comme des idiots. Simplement, notre club aura 27 ans pendant ce printemps. Parmi eux, beaucoup sont devenus des amis. Oui, je connais certains depuis 5 ans, d'autres depuis 1 an et d'autres depuis 10 ans. J'espère que vous, en voyant dans un seul endroit tellement des gens simples et à la fois pas simples du tout, des gens, leur fondement dans la vie, c'est la spiritualité. Peut-être que vous aussi, vous allez être inspirés. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, ma tâche était de voir parmi vous le pourcentage élémentaire, combien de leaders il y a parmi vous. On a combien de gens qui nous suivent sur Facebook? 165 000 personnes qui nous suivent. Alors regardez parmi eux combien ont écrit 190 commentaires. Et maintenant, combien il y a de gens actifs? Quel est le pourcentage entre ceux qui regardent simplement et ceux qui agissent? C'est une personne sur 1000. Et voilà. C'est des mathématiques élémentaires. De la quantité de leaders par rapport à la masse qui baille. Et il reste là, il baille, il se gratte l'aisselle et regarde le monde autour. C'est la psychologie. La psychologie, c'est un art astucieux, alors que le psychologue, c'est vraiment le plus astucieux de tous. Regardez, mes chers, ça c'est élémentaire. Une personne sur 1000 qui nous suivent a décollé son derrière très lourd de la chaise et a essayé d'écrire 4 couplets. J'ai dit des trucs qui sont pas justes? Non. 999 sur 1000 n'ont pas pu bouger leur derrière très lourd. Et ils vont jamais le faire. Parce que eux, ils sont des consommateurs. Ils consomment l'information, ils consomment l'humour. Ils sont simplement les spectateurs de la vie d'autrui. Moi, comme entraîneur, je donnais cette tâche d'écrire une petite poésie avec une seule condition, d'écrire, si tu veux, 2 lignes, 8 lignes, 12. Si vous écrivez seulement 4, c'est un peu court. On ne peut pas avoir tellement de plaisir. Mais les quatrains sont les plus difficiles quand tout l'univers en 4 lignes
tu pourrais la concentrer. De ça sont capables les grands penseurs de l'humanité. Nous sommes des gens normaux, donc on peut écrire 3 couplets, 16, mais 12, c'était bien. 12 lignes en échange de $5000. Et alors? De quasiment 170 000 personnes, il y a encore l'Instagram et tous les réseaux, presque 1,5 million de personnes, il y a 180 personnes qui sont vivantes. Ah, en réalité, il y avait plus de 1000 poésies. Alors, ça veut dire que c'est une personne sur 500. C'est comme ça, si on calcule? 500 000 et 1000, c'est comme ça? Mais peu importe. 2 personnes de 1000, c'est comme ça. Voilà des calculs qui sont encore plus précis. 2 de 1000, ce n'est pas 2%, mais c'est 0,2 ou c'est 0,02%. Alors, ma tâche, c'était de trouver parmi vous les businessmen pas encore réalisés à cause de différentes causes qui se trouvent dans cette rivière sans eau, mais qui sont comme de l'or natif, ceux qui ont écrit les strophes, la poésie. Peu importe les voix, les gens qui ont voté pour vous, mémorisez. Vous êtes des leaders. Ça veut dire que vous savez faire. Vous êtes capable de ranger vos pensées en les étudiant. Ça veut dire que vous êtes en état d'écouter qu'est-ce qui se passe entre vos oreilles. Vous êtes capable d'analyser ce qui se trouve là, dans le cœur, dans la tête. Ça veut dire que vous pouvez, et moi aussi je peux, comme entraîneur, avec vous, ensemble, vaincre vos faiblesses. On parle de tout cela. C'est ça le fil conducteur de cette conversation. Tout ça est entremêlé. Je vous ai écrit que le talent est comme un diamant et il a plusieurs facettes. Si vous êtes capable de prendre conscience de vos pensées et de les arranger sous forme de 4 lignes ou 8 de poésie, ça veut dire que vous êtes capable de travailler avec votre tête. Vous êtes capable de trouver la solution en vous obligeant vous-même de penser, de recueillir l'information, d'analyser, de comparer, de peser. Je parle maintenant déjà du business, je parle des problèmes familiaux. Je parle du fait que le talent est absolument universel. Ce talent est universel. J'ai, à travers en fait cette tâche de poésie, la tâche principale c'était de trouver les âmes vivantes parmi cette foule énorme qui ne font que bouffer, qui ne font qu'aller aux toilettes et qui ne font que regarder
la vie d'autrui. Chacun qui a essayé d'écrire ne soit-ce que quelques lignes, vous vous rappelez, je vous avais dit, j'ai envie d'annoncer que chacun parmi vous a gagné ce concours et vous tous, vous êtes des vainqueurs. Vous tous, vous êtes des vainqueurs. Mais quand toi tu vis, quand tu te trouves dans un milieu des gens qui sont des employés, c'est une quantité énorme. Excusez-moi tous, vous qui êtes des employés. Je ne dis pas que vous êtes de mauvaises personnes, mais je dis que simplement, vous êtes l'équilibre entre le côté fort et le côté faible. Et dans cette balance, en fait, la faiblesse a pris le dessus. Vous manquez un peu de confiance, vous ne vous faites pas un peu de confiance, vous avez un peu peur, vous êtes un peu paresseux. Et vous avez inventé vous avez remplacé le nom papa et maman avec le mot mon chef, mon patron. Et vous vous êtes mis à côté d'eux, comme un enfant adopté. C'est-à-dire, vous êtes le collaborateur de ce parent substitutif. Il ne faut pas penser, il faut juste travailler. Il y a l'avance, il y a le salaire. Si ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Et vous, vous êtes donné vous-même en esclavage. Vous pouvez me dire, je suis pédagogue. Comment je peux créer un business? Je peux vous dire, si vous êtes pédagogue, si vous avez des rêves, si vous avez des points de vue par rapport à l'enseignement et que quelque chose ne vous va pas bien dans l'état actuel des choses, créez une école à vous. On parle de ça. Mais si vous êtes médecin, mais peu importe quel est votre métier, si vous aimez quelque chose, vous pouvez le multiplier, vous pouvez faire à partir de ça quelque chose d'absolument grandiose. C'est comme ça. Le voyage suivant, après Dubaï, on va où? On n'a pas encore choisi. Si on ouvre les frontières, on va aller au Japon. Ah, en Macédonie. Maintenant, petit à petit, on commence à ouvrir les frontières. Cette comédie géante arrive à son fin. Elle va finir. Pourquoi? Parce que, oui, ça s'est passé. Oui, tous les 20 ans, tous les 100 ans, tous les 20 ans de chaque siècle. Le siècle dernier, il y avait la grippe espagnole. Et à chaque fois, nous pouvons nous culpabiliser les uns les autres en disant c'est ta faute, ce sont les Chinois, ce sont les médecins qui ont inventé. Non, non. De façon élémentaire, quand tu connais l'histoire, tu sais qu'à chaque fois, les 20 ans de chaque siècle, il y a des pandémies globales et toujours, elles se passent à cette période. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a été avant, il y a 2000 ans. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a il y a 1000 ans, mais au moment où l'écriture est apparue et l'information concernant les maladies et les épidémies, les pandémies a été notée, si on regarde de façon élémentaire, à chaque fois les pandémies tombent des années 20, la choléra ou d'autres maladies. La grippe espagnole, c'était, et aujourd'hui on a l'autre pandémie. À chaque fois quelque chose de mauvais arrive, quand quelque chose de mauvais arrive, l'humanité reste
alors que le mal s'en va. Et peu importe, mes amis, la vie continue, les frontières s'ouvrent et beaucoup de villes dans le monde deviennent accessibles et donc j'espère que nous, avec vous, la prochaine fois, nous allons nous rencontrer. Mais ne prenez pas l'habitude. Vous ne me devez rien. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des poésies. Et moi, je ne suis pas obligé de répéter ça de façon régulière. Maintenant, quand nous... Alors, je vais mettre des limites pour la prochaine fois, pour les concours d'après. Je vais vous donner, en fait, le cadre de rime, comment rimer, quelle longueur. Il faut pas écrire de la poésie sur le passeport soviétique. Mais non, écrivez de tout ce qui fait résonner votre âme. Mais nous allons nous réunir 2 ou 3 personnes et on va déterminer les thématiques des poésies spirituelles au niveau de l'âme afin que vous ne vous diluez pas. Mais cette fois-ci, là, on a accepté les résultats de ce concours. Donc, l'essence de tout cela, c'était de vous démontrer à vous, de vous voir vous-même et de remercier ceux qui se sont mis en avant par l'écriture. Donc, Natasha Chertovska, quand vous allez venir à Dubaï, s'il vous plaît, créez l'intention, quel business vous voulez développer. Si vous avez déjà ça, créez l'intention, à quel point vous voulez élargir le business, etc. Arrivez avec vos plans là-dessus. Parce qu'au niveau du club, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir un business qui ressemble au vôtre ou des affaires qui ressemblent, afin que pour moi, ça soit plus facile de vous faire aider par mes élèves, afin que vous pouviez échanger vos coordonnées, vos téléphones avec tel ou tel participant, afin que je ne sois pas le seul dans le business et afin que pour vous, ça soit plus facile. Eux, ils ont peut-être déjà parcouru une partie du chemin qui est devant vous. Ils vont vous éviter de tomber dans des pièges. La prochaine fois, on y va où? On y va où? Après Dubaï, peut-être qu'on partira à Goa, mais on verra, on verra. On peut aller quelque part au bord de la mer ou en montagne. Là où il faut, c'est là où on ira. Et maintenant, on va faire une petite pause. Où est-ce qu'on va finir? Ouais. On va se rencontre spontanée. On va le finir. Si Dieu le veut, peut-être demain, on va se promener ensemble à côté de Taj Mahal. Pourquoi Taj Mahal? Pourquoi j'y vais là-bas? Parce qu'il a été édifié de la dynastie des grands Moghols, mais il ne faut pas les confondre avec les Mongols. La dernière fois, quand j'étais là-bas, j'ai été très, très étonné des personnes qui disent qu'ils sont des représentants des Mongols parce que eux ils parlent comme on parle dans mon propre village. C'est un dialecte vraiment particulier de mon village et ça a un lien direct avec moi. Cette dynastie, je suis lié avec. Oui, il parle un dialecte ouzbek.
mais vraiment avec cette spécificité de mon village. On parle de Timerlan, de Babour, mais quand on parle de Babour, il est... Vous pouvez lire seul. Toutes les informations que vous allez recevoir sans poser un effort, elles s'effacent facilement de la mémoire. Pourquoi j'étais avant? Qu'est-ce que je cherchais dans cet endroit avant? Mais peut-être que je vais vous raconter ça demain. Si on arrive à nous revoir, je vous dis à la prochaine.